Bonsoir, je me présente, je suis résidente Linda Ben Hamida et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et sans trop tarder, je vous présente le cas de notre service d'un enfant âgé de 12 ans, issu d'un mariage non consanguin, originaire de Monastir, sans antécédents familiaux particuliers, ses parents en bonne santé apparente, il a 2 sœurs en bonne santé apparente, il n'a pas d'antécédents familiaux de PID. Il est né à terme, poids de naissance à 3 kg et pas d'antécédents de détresse respiratoire néonatale. Il est suivi pour leucémie aiguë myéloïde type B depuis 2016, soit depuis l'âge de 4 ans. Il a eu une allogreffe de moelle osseuse en février 2020, donneur HLA compatible, compliqué de réaction du greffon contre l'hôte, cutané et pulmonaire, et d'une bronchiolite oblitérante constrictive. Au stade d'insuffisance respiratoire chronique, sous OLD depuis septembre 2020, mis sous fluticasone salmétérol, azithromycine, cyclosporine, corticostéroïdes oraux, acyclovir et imatinib. En octobre 2020, le patient a été hospitalisé dans un tableau de dyspnée, toux et fièvre avec désaturation à 85% sous 5 litres minute oxygène, avec à la biologie avec une anémie hypochrome microcytaire et un syndrome inflammatoire biologique avec CRP à 138. Et je vous montre son scanner fait en octobre 2020 qui montre l'aspect de la bronchiolite constrictive déjà connue avec des condensations bilatérales, des hyperdensités envers des polis et des lésions excavées bilatérales. Donc, on a complété par un bilan infectieux. Les recherches de BK dans les crashs a été négatives, l'antigénémie aspergillaire négative, le TT ne montrait pas de signes d'endocardite infectieuse et le CBC était positif à Pseudomonas aeruginosa. Et on a retenu le diagnostic d'une pneumopathie excavée grave apiocyannique. Elle a été mise sous quinolone aminoside avec amélioration. Elle a été mise sur temps au bout de 7 jours avec oxygénothérapie à domicile à 2 litres par minute. Donc, le patient a été suivi régulièrement à la consultation externe. L'azithromycine a été arrêtée en novembre 2022 par son hématopédiatre. Et on a introduit le Montelukast en février 2023 devant une aggravation respiratoire avec augmentation des besoins en oxygène à 5 litres. Puis, sous Montelukast, il s'est amélioré partiellement. Donc, en avril 2024, le patient, l'évolution a été marquée par l'aggravation de l'état respiratoire avec saturation à 95% sous 5 litres, une biologie sans particularité. Et je vous montre son scanner qui a été fait en avril 2024 qui montre l'aspect d'une pneumonie organisée, des distorsions architecturales et un emphysème pulmonaire et un aspect et une majoration des dilatations des branches. Donc, devant cette pneumonie organisée, on a évoqué l'origine médicamenteuse post-imatinib, d'où l'arrêt de l'imatinib relais par ruxlotinib et le patient a eu des bolides solumédrol en mai, juin et juillet 2024. Et l'évolution a été marquée par une stabilité de l'état respiratoire avec des besoins en oxygène à 4 litres par minute, mais aggravation radiologique. Et je vous montre son scanner qui a été fait en août 2024 qui montre une nette aggravation radiologique avec aspect de fibroélastose pleuropulmonaire et majoration des dilatations des branches. Donc, on a évalué le patient sur le plan fonctionnel, une spirométrie faite en août 2024 qui a montré un VMS à 250 ml, soit 15%, et un CVF à 270 ml à 16%. Au total, donc, il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans, suivi pour leucémie aiguë myéloïde type B en 2016 et ayant une greffe de moelle osseuse en 2020. En juin 2020, donc, l'évolution a été marquée par l'apparition d'une GVH cutanée et pulmonaire bronchiolite oblitérante. En octobre 2020, une pneumopathie excavée grave apiocyannique. En avril 2024, une pneumonie organisée, dilatation des branches, distorsion architecturale et emphysème pulmonaire. L'origine médicamenteuse a été évoquée, arrêt de l'imatinib et relais par ruxlotinib. Il a eu 3 cures de solumédrol avec une stabilité clinique et aggravation radiologique et apparition du fibroélastose pleuropulmonaire post-allogreffe de moelle osseuse. Donc, voici le scanner thoracique du août 2024 comparé au scanner de 2020 qui montre la nette aggravation radiologique.
Donc, le dossier a été présenté au staff RESPIFI le 12 septembre 2024. Donc, et devant la fibro et la stose pulmonaire post-greffe de moelle osseuse avec la bronchiolite oblitérante, le pronostic sombre, donc avec une fonction pulmonaire médiocre et un état nutritionnel catastrophique, la décision a été de discuter les antifibrosants, l'intidanib, si transplantation pulmonaire non envisageable. Donc, on a présenté le dossier à notre staff, à notre RCP de la Ariana, le 30 septembre 2024. Et devant l'absence d'AMM pour ce médicament chez les enfants, la décision était de rediscuter le dossier au staff interservice après une revue de la littérature. Donc, on a trouvé deux articles. Le premier, c'est une étude randomisée contrôlée, le IMPED-ILD Trial, qui a colligé des enfants entre 6 et 17 ans, 26 enfants bras nintidanib et 13 enfants bras placebo, avec CVF supérieur ou égal à 25% et durée du suivi de 24 mois. Donc, l'étude a montré que le nintidanib présente un profil de sécurité et de tolérance acceptable sans nouveaux signaux de sécurité par rapport aux patients adultes et les niveaux d'exposition obtenus avec une dose basée sur le poids se situaient dans la fourchette observée chez les adultes, offrant une base scientifique pour l'utilisation du nintidanib chez ces patients. Deuxième étude qui avait pour objectif d'estimer l'effet de nintidanib sur la CVF par extrapolation partielle en utilisant les données sur l'effet de nintidanib chez les adultes en collectant les méta-analyses et les données de l'essai IMPED-ILD. Et la conclusion, c'était que la probabilité de la supériorité de nintidanib contre le placebo était de 95,5%, atteignant ainsi le critère de succès prédéfini d'au moins 90%, et ces résultats, avec les données de sécurité de l'étude IMPED-ILD, soutiennent l'utilisation de nintidanib chez les enfants et les adolescents atteints de PID fibrosante. Merci pour votre attention. Merci Linda pour cette présentation assez intéressante et assez complexe. Et malheureusement, c'est un petit enfant de 12 ans qui évolue mal quand même. Et donc, je donne la parole à la salle donc pour l'indication. Donc, c'est ça. Donc, on voulait avoir l'avis de notre staff interservice pour l'accord. Tout à fait, c'est ça notre problème, parce qu'en fait, actuellement, on n'a vraiment plus rien à lui proposer. Cet enfant, en dehors du nintidanib, qui lui permettrait éventuellement de ralentir le déclin qui est extrêmement rapide, donc de prolonger la survie, puisque actuellement, on ne peut pas proposer de greffe de moelle. Alors, je voulais juste préciser quelque chose, qui est que chez les enfants, quand il y a un médicament qui a eu l'accord chez les adultes qui a été prouvé, pour avoir l'AMM, en tout cas en Europe, il suffit de prouver d'une part qu'il n'y a pas de toxicité supérieure à celle qui est observée chez les adultes et que les doses obtenues par la posologie sont dans la marge thérapeutique qui a été observée chez les adultes. Ça permet de donner les médicaments aux enfants parce que ça élimine l'obligation de refaire des essais cliniques à large échelle chez les enfants. Donc c'est une règle, c'est pas quelque chose, et c'est comme ça que à RESPIFIL et dans les recommandations françaises actuelles chez les enfants qui ont des fibroses, le nintidanib fait partie de l'arsenal thérapeutique. Il y a une posologie qui est sortie dans l'article, les gars. Oui, 50 mg fois 2. C'est Béchir. Oui. Béchir, tu veux prendre la parole? Tu as le micro, l'article. Il y a Agnès, Matique, en fait, c'est que c'est un enfant de 12 ans. C'est ça, vraiment, ça s'arrête là. Béchir. Ça marche. En termes de présentation clinique, on est clair devant une fibrose pulmonaire progressive et qui échappe aux thérapeutiques et immunosuppressives essentiellement. Alors, si on fait un parallélisme avec les adultes, c'est par rapport aux indications
ils sont en train d'essayer actuellement le Lantédanib, et c'est l'étude de l'ERS de 2022 a montré un bon seuil de tolérance. Et ce qui me dérange dans cette observation, même si je vais extrapoler par rapport à l'adulte, même si je vais présenter comme étant adulte, c'est surtout le fait qu'il soit sous OLD et la capacité vitale est à 15%. Quelles sont nos attentes? Ça aurait été la même chose ça, si c'était un adulte avec une fibrose pulmonaire idiopathique progressif, où l'indication du Lantédanib elle est indiscutable. S'il était à ce stade d'insuffisance respiratoire, les attentes elles sont pas pour un médicament qui n'est pas voilà pour le même patient, fibrose pulmonaire chez un adulte, OLD à ce stade-là, avec une hypotrophie à 15 kilos, je me demande par rapport à l'adaptation des posologies. Et comme l'a bien dit Agnès, de toute façon, il y a des posologies pour les enfants, ils sont bien standardisés en fonction du poids. Donc le problème, c'est surtout son insuffisance respiratoire très avancée. Donc tu es contre Béchir, on va voir avec Fatma. En fait, plus ou moins contre. Je confirme, il a beaucoup de facteurs de prédictifs d'une mauvaise réponse. C'est la fonction qui est très altérée. Moi, je me pose la question sur la possibilité d'une prise en charge à l'étranger, d'une transplantation. Madame, je dirais que ça serait... C'est Ali. T'as qui le micro? En médecine, je pense qu'en médecine, il y a deux choses. Il y a la pertinence médicale, et en pertinence médicale, cet enfant ne répond pas. Mais pour le médecin, il y a l'espoir. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce qui peut arriver. Il se peut, au moins on ralentit, au moins on donne de l'espoir. Si on ne fait rien, parce qu'on a faute de faire des transplantations, faute de prise en charge, il va vers l'exitus, ce patient. Donc il n'y a pas une autre solution. C'est un peu dans un élan humaniste, un élan d'espoir, qu'on fait quelquefois quelque chose. Et on le fait assez souvent. On a des formes dépassées de cancer et on fait des chimiothérapies dans l'espoir d'eux. Mais il n'y a pas d'espoir en fait. C'est un peu une façon de ne pas être dans un aveu d'impuissance. C'est un peu ça ce qu'Agnès veut dire, je suppose. On va donner une chance, même minime. Mais pertinence médicale, je partage ton avis. C'est pas l'acharnement thérapeutique. Pourquoi pas? On peut argumenter dans ce cas-là, dans le sens, la méconnaissance peut-être de l'évolution. Parce qu'un adulte, un enfant, c'est en phase de croissance. Il y a c'est une équation à deux inconnus. Parce qu'il y a encore de la croissance en quelque sorte. C'est pas peut-être comme l'adulte. Mais ça a été un adulte avec une insuffisance respiratoire aussi sévère, mais on peut argumenter dans le sens qu'on est dans une situation, il peut récupérer par la croissance, et c'est pour ça peut-être qu'on peut tenter. Mais, voilà. Mais à ce stade-là, on ne peut pas parler d'acharnement thérapeutique éventuellement. Il faut le voir, hein, c'est un enfant. C'est un enfant, il dessine, il se balade, il est fâché, il est content, il nous fait des dessins avec des petits cœurs, il montre Sierra Amar, il le dessine avec plein de cheveux. Enfin, c'est un enfant de 12 ans, à part le fait qu'il a de l'oxygène dans le nez, mais il faut dire que cet enfant, il est sous oxygène depuis 2020 quand même. C'est pas et ses besoins ont augmenté, mais il est quand même, il allait à l'école jusqu'à l'année dernière. Et c'est vraiment que maintenant, que cette année où il n'a pas été à l'école. Donc c'est un enfant. Et sur l'état général, à part cette hypotrophie qui est récente, c'est vrai, il s'est brusquement aggravé et c'est pour ça c'est comme ça qu'on a découvert la fibrose en fait. Et c'est vrai qu'il est de très mauvais pronostics. Et c'est vrai que même si on pouvait chez nous faire des greffes, il n'a pas un état physiologique qui pourrait lui permettre maintenant de bénéficier d'une greffe. Sachant qu'en plus, voilà. Bien. Tout ça étant dit, on voudrait quand même, on espère arriver à être convaincant parce que... En tout cas, c'est problématique et on passe donc... Si Géloul, on doit répondre à Madame Hamzé et décider de la prise en charge de cet enfant, bien qu'il est un peu condamné.
Mais bon, Agnès est en train de bien argumenter, elle défend bien non, enfin, son je voulais malade. dire qu'en plus, il a eu quand même, on a essayé les anti-Jacques, qui est ce qu'il est en train de prendre comme médicament et que ça m'a pas marché. Donc vraiment, le nintédanib, c'est le médicament de dernier recours qu'on pourrait utiliser. On n'a pas d'autre option. Alors, on décide... est-ce que vous êtes d'accord, il faut donner le... On peut donc tenter cette demande en argumentant avec Voilà. Que le développement et la croissance, vu l'âge de l'enfant, peuvent être un argument supplémentaire par rapport au pronostic de son insuffisance respiratoire. Sinon, il ne répondrait pas à des critères de prescription, même chez les adultes. Donc, nous sommes d'accord, on est d'accord, Madame Hamzaoui, pour le... Oui, parfait. Très bien. Merci encore une fois, Linda, pour cette belle observation. Et on passe à la deuxième observation. Donc, c'est l'équipe de l'hôpital militaire. Il faudrait nous donner votre nom. Vous vous présentez par la suite. Bonsoir, je me présente, je suis Rjab Siwar, une résidente en pneumologie actuellement à l'hôpital militaire. Je présente notre cas de l'hôpital militaire de Madame Afen, âgée de 35 ans, non tabagique, pas de consommation de cannabis, mère de 3 enfants. Elle utilise le stérilet comme un moyen de contraception. Elle occupe un poste administratif dans une société, pas d'antécédents familiaux notables, avec aux antécédents 3 infections à Covid-19 dans ses formes légères, dont la dernière remonte à 2 ans, pas de prise médicamenteuse au long cours. Donc l'histoire remonte à juillet 2023, marquée par une dyspnée d'aggravation progressive, d'une hémoptysie de faible abondance récidivante et une oppression thoracique, avec des signes extrathoraciques associés à type d'arthralgie inflammatoire, sans autres signes associés, pas de photosensibilité, pas de rage malaire, pas d'alopécie, pas d'érosion des muqueuses, pas d'xérophthalmie ni xérostomie, pas de raideur matinale, pas de myalgie, pas de syndrome de Raynaud, ni trouble de transit. À l'examen physique, elle était asthénique avec des conjonctifs pâles, eupniques, elle saturait à 97% à l'air ambiant, avec auscultation des fins crépitants au niveau des 2 bases, avec un état hémodynamique qui est stable. À la biologie, une anémie normochrome macrocytaire régénérative ayant nécessité des transfusions dont la dernière remonte à avril 2024. Le bilan hépatique était normal, pas d'insuffisance rénale, pas de rhabdomyolyse, pas de trouble de l'hémostase et pas d'hématurie à la bandelette urinaire. La radiographie thoracique faite, objectivant des opacités alvéolaires prédominantes au niveau basal droite et un scanner thoracique fait le 7 novembre 2023, objectivant des plages de verre dépoli diffuses périphériques avec décondensation surajoutée. Une fibroscopie bronchique faite en novembre 2023, objectivant un lavage broncho-alvéolaire hémorragique avec un score de Gold qui est supérieur à 100. On a entamé une enquête étiologique avec au bilan immunologique négatif, anticorps anti-MBG négatif, ANCA négatif, anticorps antinucléaire positif moucheté à 1 sur 640, anti-ENA négatif, anti-Diana négatif, d'autres lupus négatif, d'autres myositis négatif, anti-CCP et facteur rhumatoïde négatif, anticorps anticardiolipine négatif, bêta-2-GP1 négatif, antitransglutaminase négatif et cryoglobulinémie négatif. La HLM était négative, la protéinurie de 24 heures négative, une échographie rénale normale, un EPP qui est normal, les sérologies virales sont tous négatives et une ETT pratiquée en décembre 2023, objectivant une bonne fonction FEVG à 67% conservée, pas de valvulopathie avec une PAPS à 29 mm de mercure et un péricarde sec. La capillaroscopie objective une microangiopathie non spécifique et les sérologies aspergillaires négatives et l'IDR à la tuberculine négatif. À noter que notre patiente a été exposée au détergent à base de chlore. Donc, cette intoxication a été décrite dans la littérature. Donc, la conduite à tenir était
l'éviction de détergents à base de chlore, mais l'évolution a été marquée par la persistance d'une hémoptysie de faible abondance récidivante, une anémie qui était stable, avec une légère amélioration radiologique. Donc, le dossier a été discuté au staff interservice de décembre 2023 et la décision était de mettre la patiente sous corticothérapie, débutée en décembre 2023 à la dose de 1 mg/kg par jour avec une dégression progressive. Donc, l'évolution a été marquée par la persistance d'une hémoptysie de faible abondance récidivante, une anémie stable, une stabilité radiologique, avec une aggravation à la scanographie thoracique de contrôle. Donc, le dossier a été staffé au RCP-PID La Marsa et le diagnostic était une hémorragie intra-alvéolaire idiopathique et la décision était de mettre la patiente sous cyclophosphamide à la dose de 0,7 mg par mètre carré de surface corporelle, soit un bolus par mois avec un total de 6 bolis, passé de 5 mars 2024 avec le dernier bolus passé le 2 août 2024. L'évolution initiale était une amélioration clinique avec tarissement de l'hémoptysie et amélioration biologique avec amélioration des chiffres de l'hémoglobine devenant 10 grammes. Mais 2 semaines après la dernière cure, il y a une récidive de l'hémoptysie. Donc la patiente a été remise sous corticothérapie orale, Medrol 16, 2 comprimés par jour. Et depuis 2 semaines, elle est sous MP40, une injection x2 par jour. Donc l'évolution, on a fait une TDM thoracique de contrôle concomitante à la dernière cure, montrant une légère amélioration avec des petites plages densité en verre dépoli bilatérale, discrètes plages de condensation parenchymateuse du lobaire moyen et du lobaire inférieur droite. Et ceci, c'est un scanner fait 2 semaines après la dernière cure. C'est un scanner qui est concomitant à une aggravation clinique faite d'une altération de l'état général, d'une hémoptysie de faible à moyenne abondance. Donc, on a noté l'aggravation scanographique. Donc, devant cette hémorragie intra-alvéolaire persistante et la non-amélioration clinique, le dossier a été, on a sollicité l'avis de nos amis internistes et la patiente a été adressée au service de médecine interne à Dr Maya Ben Abdallah, où tout le bilan étiologique a été refait et toute la discussion a été refaite. Donc, on a évoqué l'origine infectieuse, soit une tuberculose pulmonaire, mais pas de comptage tuberculeux, pas d'altération de l'état général, pas d'adénopathie cervicale, et dire à la tuberculine qui était négative, la pneumopathie, mais pas de fièvre, pas d'expectoration, pas de crépitant à l'auscultation pulmonaire, pas de syndrome inflammatoire biologique, l'aspergillose pulmonaire, mais sérologie aspergillaire négative, une origine cardiovasculaire, l'embolie pulmonaire qui était infirmée par l'angioscanner thoracique, une malformation artério-veineuse infirmée par l'angioscanner thoracique, le rétrécissement mitral, une ETT qui était normale. L'origine médicamenteuse et toxique éliminée par l'interrogatoire, pas de prise médicamenteuse au long cours, pas de consommation des toxiques et pas d'amélioration à l'éviction du gaz d'Iclar. Et l'origine hématologique, à savoir le trouble de l'hémostase, mais bilan d'hémostase qui était normal. L'origine auto-immune aussi a été discutée, à savoir les vascularites à ANCA, mais les ANCA étaient négatifs, le syndrome de Gout-Pasture, mais pas d'atteinte rénale, et les anticorps anti-MBG étaient négatifs, la capillarite pulmonaire pas aussi immune devant le bilan immunologique négatif, l'amélioration partielle sous corticothérapie et cyclophosphamide, mais c'est un diagnostic à confirmer par biopsie chirurgicale. Les connectivites, à savoir les lupus, mais pas de signe en faveur. Le DOT lupus était négatif. Le syndrome des antiphospholipides, pas de manifestation thrombotique, ni fausse couche. Et les anticardiolipines étaient négatives. Les anti-bêta-2 GPA négatifs. Les ACC négatifs. La polyarthrite rhumatoïde, les facteurs rhumatoïdes et les anti-CCP négatif, le syndrome de Gauge-Rouge-Graine anti-SSA et SSB négatif, la sclérodermie, les dots sclérosis étaient négatifs. Les cryoglobulimies, toutes les sérologies hépatite C, antigène HBS, VIH négatif, un complément qui est normal et la cryoglobulinie était négative. L'origine idiopathique, à savoir une hémosidérose pulmonaire idiopathique, ça reste un diagnostic d'élimination et dont la biopsie chirurgicale reste un moyen diagnostic. Donc au total, devant cette patiente âgée de 35 ans, non tabagique, pas de prise médicamenteuse au long cours, ni notion de fausse couche
ou événement thromboembolique, ni signe extrathoracique, qui présente une hémorragie intra-alvéolaire avec une enquête étiologique négative et non-amélioration sous corticothérapie avec immunosuppresseur, la cyclophosphamide. Donc, on présente le dossier pour une discussion diagnostique et thérapeutique. Merci pour votre attention. Merci. Donc, c'est une observation donc, assez troublante. Béchir, tu veux prendre la parole? C'est une bonne enquête étiologique et je pense qu'on est resté sur l'étiologie idiopathique. Et il y a les hémosidéroses qui peuvent simuler des tableaux comme ça, on les voit sur les jeunes. Moi, là où je ne comprends pas, on a donné la corticothérapie, l'éboli, le cyclophosphamide. Il n'y a pas eu de relais par l'humurel après ou l'MMF, parce qu'en fait, c'est classique, maintenant l'humurel plus que l'MMF d'ailleurs, dans les hémosidéroses, en relais. C'est la question que je me pose. Oui. Je vais essayer de répondre, je suis désolée. En fait, l'aggravation, elle était 15 jours après. C'était 15 jours après la dernière cure d'endoxan, dans le sens où l'effet de l'endoxan était déjà là. Et la patiente a commencé à s'aggraver. C'était... En fait, le problème, c'est que sous endoxan, elle s'est aggravée, on peut dire comme ça. La 6e bolus, elle est en plein nadir, le pic de l'effet de l'endoxan, et elle fait une poussée scanographiquement prouvée, en tout cas. Donc, l'idée, c'était de trouver autre chose, quoi. D'accord. Mais habituellement, c'est pas classique de ne pas relayer par une alternative. Moi, je dis que même si le cyclophosphamide n'a pas marché, peut-être le MMF. Et plus particulièrement ici, l'azatioprine plus. Parce qu'on a des cas d'hémosidérose idiopathique qui peuvent répondre à corticothérapie humorale. Ça, c'est par rapport à l'évolution sous traitement. Maintenant, moi, je pense que ça reste une excellente indication pour la biopsie parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est jeune, elle a reçu des médicaments trop toxiques. Je crois qu'elle a une bonne place. Ses performances respiratoires, elles sont bonnes. Je pense. Mariam. Moi, j'aurais quelques questions pour notamment Eslem. Pourquoi aller faire une capillaroscopie alors qu'il n'y avait aucun élément en faveur de la sclérodermie? Pourquoi on est allé jusque-là alors que cliniquement, sur le plan biologique, immunologique, il n'y avait rien qui était en faveur de la sclérodermie? Je rejoins Dr Louzir pour sa remarque par rapport à l'arrêt de l'endoxan. C'est une patiente qui a été déjà présentée. On avait retenu une forme corticodépendante. C'est une patiente qui avait besoin de très très fortes doses de corticoïdes. Sous forte dose de corticoïdes, ça allait. Si je ne me trompe pas, dès qu'on commençait à baisser, ça reprenait. Donc peut-être qu'il fallait tout de suite, après l'endoxan, relayer tout de suite à la dernière cure, mettre tout de suite un immunosuppresseur en plus. Et je ne comprends pas pourquoi le fait qu'elle ait récidivé après l'arrêt de l'endoxan, on ait dû refaire tout le bilan étiologique. Pourquoi on a dû tout refaire? Est-ce qu'on a remis en question le diagnostic d'hémosidérose? Moi, je pense que le diagnostic, très probablement, c'est ça. Pourquoi avoir fait un bilan initial, avoir refait le bilan, alors que c'est une patiente, c'était clair depuis que vous l'avez présenté dès le début, que c'est une patiente qui était fortement dépendante des immunosuppresseurs. Bon, je vais toujours essayer. Par rapport à la capillaroscopie, en fait, c'était dans le sens d'essayer de trouver un élément orientant vers une étiologie. Après tout, bon, ça reste un examen non invasif. Et donc, quand on l'a adressé à Dr Maya, c'est elle qui avait choisi de tout refaire pour essayer de trouver quelque chose. Sinon, sous corticoïdes, au début, ça allait. Et l'aggravation était à 20 ou à 40 mg. C'est pas qu'elle dépendait avec l'ébolie et avec les dégressions. Au début, ça allait. C'est par la suite qu'elle s'est aggravée. Alors, est-ce qu'on a une proposition biopsie chirurgicale? Voilà. Avec l'arrière-pensée de quel diagnostic? Non, par rapport au bilan immunologique, en fait, parce qu'il y a des formes, on avait discuté de ça, il y a des formes de vascularite qui ont une expression intermittente. D'où alors on a voulu refaire l'examen en espérant trouver des éléments en faveur de vascularite qui pourraient même être une forme pulmonaire isolée. Voilà. Bien, et à Madame Al, Sonia, tu as le micro, venez.
Et je profite pour poser la dernière question. Est-ce qu'il y a une place pour le rituximab si la patiente éventuellement refusera la biopsie chirurgicale? Merci beaucoup. En fait, par rapport à la biopsie pulmonaire, peut-être si au départ elle aurait dû faire la biopsie devant l'enquête négative, je comprends. Mais maintenant, avec tout le bilan fait la première fois et la deuxième fois, je pense qu'il y a suffisamment d'arguments pour retenir le diagnostic d'hémosidérose idiopathique. Nous, au pavillon D, on a publié en 2005 un cas comme ça, mais on est allé à la biopsie pulmonaire chirurgicale au départ, avant de mettre ce traitement. Après, je me rappelle, lorsqu'on a fait la recherche bibliographique pour notre patiente, la réponse aux corticoïdes associés ou non un immunosuppresseur est très variable d'une personne à une autre. D'ailleurs, c'est une maladie de pronostic mauvais, parce qu'il y a certains malades qui ne répondent pas effectivement à l'association corticoïdes-immunosuppresseur. Donc peut-être, comme a dit, je rejoins l'avis de professeur Louzier, donc relayé par un autre immunosuppresseur maintenant avec les corticoïdes serait une bonne alternative. Mais faire la biopsie, franchement, je ne pense pas que ça va être utile pour la patiente. En plus, c'est un acte invasif. Voilà. Ça donne, la biopsie, ça va donner une certaine aisance dans la gestion des médicaments, parce qu'on est quand même dans une situation de résistance. La remise en cause de ce diagnostic, c'est toujours bien si on a une réponse, mais malheureusement là il n'y a pas de réponse. Moi je suis, vu l'âge de la patiente, elle a 35 ans, elle n'a pas une fonction respiratoire qui est très altérée. C'est sûr que, et à ce moment-là, on peut plus ou moins discuter d'autres attitudes. Pourquoi pas le rituximab, effectivement, mais c'est bien d'avoir d'autres arguments pour ne pas passer à côté d'un autre diagnostic. Voilà. Ouais, c'est ça tout le problème, Béchir, je crois. C'est d'accord faire une biopsie chirurgicale, mais dans quelle option? À quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense que ce ne serait pas une vascularite et que ce serait, par exemple, une tumeur? C'est ça ce que tu penses? Sinon, classiquement, ce n'est pas une recommandation. Dans les biopsies chirurgicales en cas d'hémorragie alvéolaire, surtout quand elle est persistante, elle n'apporte pas grand-chose. La seule étiologie que je n'ai pas vue citée dans toutes les explorations, en tout cas chez l'enfant, c'est un classique, c'est la maladie cœliaque. D'accord. Oui. Okay. C'est parce que je ne l'ai pas revu dans la deuxième plaque, donc... mais c'est tout. Mais sinon, les biopsies, la question, toujours le problème de la biopsie, c'est qu'est-ce qu'on cherche derrière. Dans les capillarites, c'est vraiment rare qu'on trouve quelque chose, surtout que tous ces auto-anticorps sont négatifs. C'est ça le seul problème. Hein. Oui, je suis d'accord, mais entre les environnementales, les toxiques, et iatrogènes, ça, on ne peut pas les éliminer. Et en termes d'attitude, entre une hémosidérose idiopathique ou elle a une hémorragie alvéolaire due à une toxicité, même qui n'est plus persistante actuellement, on peut évoluer. Je veux dire, elle est jeune. Elle est jeune et on sera amené à discuter d'autres attitudes. Et voilà, on n'a pas un diagnostic de certitude. C'est ça ce qui me dérange. Béchir, quelle est la signature histologique que tu vas trouver? C'est la question que je te pose. Par exemple, iatrogène, qu'est-ce qu'on va trouver? En effet, l'aspect va être du dommage alvéolaire, des inclusions, il faut des inclusions au niveau des macrophages. Ce n'est pas un diagnostic de certitude, c'est pour pouvoir ajuster les thérapeutiques après. Sauf s'il y a une contre-indication majeure à la chirurgie. Bon, je vois 35 ans. Quelles sont ses performances respiratoires? Elles sont relativement... On a une idée sur les performances respiratoires, la capacité vitale. La capacité vitale de la patiente. J'ai pas ici, mais... On n'a pas vu. Ah oui. Non, Béchir, la fonction respiratoire... Je pense, à mon avis, la chirurgie... Elle est normale. À mon avis, pour le cas, elle va servir à une seule chose, renforcer l'idiopathique. NRI. Bon, on peut la faire parce qu'elle est jeune. Et vous savez, nous avons un cas commun tu te rappelles, de l'hémosidérose. Bon. Elle a bien évolué, mais ce n'est pas tous les cas. On avait mis Limurel, elle avait très bien évolué. C'est pour ça, je fais un parallèle, la sarcoïdose, quand on n'a pas de confirmation diagnostique, la première chose, quand on a une résistance au traitement, c'est d'aller confirmer le diagnostic pour pouvoir gérer. Et elle est jeune, ce n'est pas quelqu'un que tu vas dire, c'est ça ce qui me dérange par rapport à... Bien.
Donc on va conclure, biopsie chirurgicale ou pas? Non. Mais peut-être partagé, oui, mais on doit décider quand même si on présente ce dossier. Il faut prendre l'avis de la malade et lui faire signer un consentement. De qui? De la malade pour elle-même. Mieux gérer Donc, moi, je pense que elle est jeune, elle est jeune pour mieux gérer, pour pouvoir adapter rituximab ou pas, transplantation ou pas, pour avoir une idée sur le pronostic. C'est bien d'avoir plus de précision s'il n'y a pas de contre-indication majeure. Si la fonction respiratoire elle est bonne, là, une biopsie sous thoracoscopie, Donc en résumé, elle est jeune, elle a une hémorragie alvéolaire, tout le bilan est négatif, on va pour la biopsie pulmonaire chirurgicale et on discutera après le traitement. Merci. Et on passe au dernier dossier du service de pneumo, la Marsa, du professeur Louzir, et c'est la résidente Asma Zargouni qui va nous présenter le dossier. À toi la parole, Asma. Ouais. Bonsoir à tous. Chers maîtres, chers confrères et chères consoeurs, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Pardon, ça n'apparaît pas. Ça va, ok. Donc, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le 3e cas clinique de notre service de pneumologie à la Marsa. Donc, il s'agit d'un patient qui est âgé de 45 ans, qui est tabagique à 35 paquets à nez sevré en 2018. Il était serveur dans un salon de thé pendant 10 ans. Il est actuellement et depuis 12 ans mécanicien à la société de phosphate GAFSA. Donc, il a comme antécédent, c'est un coronarien stenté en 2018. Il est sous Ator, cardiocine, Lopril et Aldactone. Il a eu 2 épisodes de pneumonie Covid-19 en 2021, donc en mars et en juillet 2021, nécessitant le recours à l'oxygénothérapie. Donc c'était 2 atteintes moyennes à sévères. Il est suivi en ville pour une PID fibrosante au stade IRC-OLD depuis juillet 2021. Il est actuellement à 8 litres par minute d'oxygénothérapie. Il a été mis sous allergosone 2, un demi-comprimé par jour depuis 2021. Donc il s'est présenté avec une dyspnée d'effort stade 4 d'aggravation progressive devenue au repos depuis 4 mois sous son débit de base avec des gonalgies mécaniques. Il n'avait pas de syndrome sexe subjectif, pas de myalgie, pas de paresthésie et pas d'arthralgie inflammatoire. Donc, à l'examen, il était apyrétique, il avait au lapsix donc une trace de protéinurie. Sur le plan pleuropulmonaire, il saturait à 92% sous 8 litres. Il avait des râles crépitants aux 2 champs pulmonaires. Il n'avait pas d'hypocratisme digital. Sur le plan cardiovasculaire, il était stable. Donc, il avait à l'ECG un bloc... Donc, il avait un bloc de branche gauche complet avec un QT long à l'ECG. Sur le plan neurologique, il avait une atrophie musculaire qui était plus accentuée au niveau des 2 membres inférieurs avec un testing musculaire noté à 4 sur 5. Sur le plan articulaire, il n'avait pas d'arthrite, pas de synovite. Sur le plan cutané, il avait des lésions de pityriasis versicolore au niveau du thorax, une lésion cutanée maculo-papuleuse brunâtre de l'avant-bras gauche et de la lèvre inférieure. Donc, c'était des lésions qu'il présentait depuis déjà longtemps, depuis 2 ans. Sur le plan abdominal, il avait un abdomen souple, dépressible, indolore, pas de viscéromégalie. Sur le plan ganglionnaire, il n'avait pas d'adénopathie périphérique palpable. Donc, pour le pattern radiologique, plutôt scanographique, nous disposons ici d'une TDM thoracique qui a été faite le 10 août 2021, soit à 1 mois post-2e Covid. On peut y voir donc des branchiectasies par traction, du verre dépoli qui est majoré au niveau des bases et on a un épaississement des lignes septales avec un nodule du segment apical du LST qui mesurait 11 mm. Donc, sur une TDM thoracique récente de août 2024, nous pouvons voir que ces lésions se sont aggravées avec majoration du verre dépoli et surtout apparition du rayon de miel, surtout au niveau des bases. Et pour le nodule du LST, il est maintenant à 13 mm.
Il s'agit donc d'un pattern de pins fibrosante avec présence d'un nodule de 13 mm du LSD qui était à 11 mm en 2021. Donc on a entamé notre bilan étiologique, on a commencé par un bilan biologique standard, on avait juste des LDH qui étaient légèrement élevés à 356, le reste il était normal, donc bilan rénal, bilan hépatique normal, pas d'anomalie au niveau de la NFS en dehors d'une légère hyperleucocytose. Pour l'enquête pneumotox, donc on a vérifié les médicaments pris par le patient. Le patient prenait de l'atorvastatine, du captopril et du spironolactone de façon chronique depuis 2018. Donc l'atorvastatine donnerait une boupe, une vascularite avec une atteinte pulmonaire, un lupus. Le captopril, poumon éosinophile, lupus. Spironolactone donnait un André syndrome, mais bon. Bon, on a aussi continué par un bilan immunologique qui était négatif, les ANCA, le facteur rhumatoïde, l'anti-CCP, le DOT myositis, le DOT sclérosis, les anticorps antinucléaires et les anti-ENA, avec comme commentaire, on avait une présence d'une fluorescence cytoplasmique qui pouvait cadrer avec des antisynthétases non confirmées par le DOT myositis, notamment les anti-HA et les anti-KS, anti-ZO, qui ne sont pas recherchés par les techniques habituelles. Pardon. Donc, on a complété par la biopsie des glandes salivaires accessoires qui montrait une cyaladénite lymphocytaire focale de grade 1. Un examen ophtalmologique a objectivé un syndrome sec oculaire sévère. Un examen articulaire spécialisé a montré une gonarthrose fémoro-tibiale interne stade 1-2. Le PP était normal. La fibroscopie avec le lavage n'a pas été faite malheureusement en raison des besoins élevés en oxygène du patient. Et on avait complété par une capillaroscopie qui présentait des mégacapillaires au niveau de 2 doigts. Donc, je ne sais pas à ce stade à quel diagnostic vous allez penser actuellement. Je ne sais pas si vous avez des idées. Donc, souvenez-vous, notre patient, il présentait une atrophie musculaire à l'examen. On avait complété par une IRM musculaire des membres inférieurs qui montrait justement une amyotrophie avec une dégénérescence graisseuse grade 2, donc des muscles de la cuisse, avec une amyotrophie grade 3 des muscles des loges postérieures des jambes qui étaient bilatérales et symétriques. On a complété par une EMG qui montrait un examen en faveur d'une atteinte myogène touchant les 4 membres. Donc, on a complété par une biopsie musculaire, comme vous pouvez le voir. On a ici des coupes transversales du muscle quadriceps en coloration hématine et éosine, qui nous ont été chaleureusement données par notre consoeur, Dr Farhat. Donc vous pouvez voir ici avec les flèches jaunes, les foyers de nécrose, et avec les flèches mauves, donc les anomalies des fibres musculaires, notamment des fibres atrophiques et des fibres hypertrophiques qui sont arrondies. Donc on a ici de multiples infiltrats inflammatoires en étoile jaune qui prédominent nettement au niveau des zones périfasciculaires. On a en flèche rouge une augmentation significative du tissu conjonctif avec un œdème et un début de fibrose. Ici, on a la prédominance des fibres de type 1 qui sont foncées, que vous voyez, que vous pouvez voir sur cette plaque, témoignant d'une atteinte myogène chronique. Donc, comme conclusion, pour cette biopsie musculaire, on a un aspect de myosite chronique avec des infiltrats inflammatoires périfasciculaires évoquant un syndrome des antisynthétases. Donc, pour revenir aux anticorps antisynthétases, ces plaques nous ont été chaleureusement données par Dr Salemi, donc immunologiste. Ce sont les aspects en immunofluorescence sur des cellules HEP2. On peut voir à gauche ici l'aspect de fluorescence cytoplasmique en sable fin donné par les anti-JO1, une fluorescence cytoplasmique dense au milieu donnée par l'anti-PL7 et l'anti-PL12. Alors notre patient AK, vous pouvez voir ici qu'il y a une fluorescence cytoplasmique qui est dense, mais qui n'est pas celle des anti-JO1 ou des anti-PL7, PL12 par exemple.
Donc ceci est expliqué par nos amis immunologistes par le fait que le dot myositis 16 antigène, donc, qui est utilisé par les immunologues dans le dosage des dot myositis, ne comporte pas quelques anticorps antisynthétase, notamment l'anti-KS, ZO et YRS. Donc, pour le bilan de retentissement, on avait fait une gazométrie à l'air ambiant chez notre patient. Il avait une hypoxie avec une PaO2 à 27, une saturation à 58%, avec une alcalose pH 7,5, PaCO2 à 27. À l'ETT, le patient il avait une bonne fonction systolique du VG avec des PRVG non élevés et une HTAP à 68 mm de mercure. Donc au total, il s'agit d'un coronarien stenté âgé de 45 ans qui est tabagique à 30 paquets années, sevré, et qui présente une pince fibrosante en rapport avec un syndrome des antisynthétases avec une atteinte musculaire et retentissement fonctionnel respiratoire. Il est actuellement au stade d'insuffisance respiratoire chronique OLD et cardiaque avec une HTAP à 68 mm de mercure. Donc par ailleurs, on a ce nodule du LST qui est quand même suspect de 13 mm. Le syndrome des antisynthétases a été retenu devant les anomalies capillaroscopiques, la fluorescence cytoplasmique évoquant les anticorps de type antisynthétase et l'atteinte musculaire qui nous a été confirmée par une biopsie musculaire. Pour la prise en charge thérapeutique, donc on a commencé par 3 boulies de solumédrol, 3 jours de suite, à la dose de 1 mg kg. Donc, on a continué par un relais Péros, le méthylprednisolone, donc à la dose de 1 mg kg en dégression lente, le MMF à la dose de 1000 mg x 2 par jour, avec un dosage du MMF dans le sang qui était dans la fourchette thérapeutique, le Bactrim 200, un comprimé par jour en prophylactique, une vaccination antigrippale et antipneumococcique, et il a été adressé à l'ISA pour un PET scanner pour explorer ce nodule du LST. Donc l'évolution à une semaine de traitement, on a une baisse des besoins en oxygène de 8 litres à 5 litres, avec une gazométrie à 5 litres à pH 7,52, PaO2 à 55, PaCO2 à 30, Bicar à 24 et saturation à 92%. On a malheureusement un diabète qui est cortico-induit, il a été après équilibré sous ADO. L'évolution à 1 mois de traitement, donc le patient il a eu un épisode grippal qui a nécessité malheureusement son hospitalisation dans le service et une légère élévation des besoins en oxygène à 7 litres. Donc, puis après tout est rétabli, donc baisse des besoins en oxygène après résolution de l'épisode aigu et le patient est revenu à des besoins à 4 litres. Donc pour les take-home messages, donc la normalité, on peut dire que la normalité des CPK n'exclut pas une atteinte musculaire car elles ne sont élevées qu'en cas de nécrose musculaire. Le testing musculaire à lui seul n'est pas suffisant pour rechercher une atteinte myogène, donc il faudra compléter par un EMG fait par quelqu'un d'expérimenté. Le dot myositis actuel ne permet pas de détecter la présence de tous les anticorps incriminés dans le syndrome des antisynthétases, d'où l'intérêt du dépistage des anticorps antinucléaires par immunofluorescence sur cellules EP2 et ne pas négliger une fluorescence cytoplasmique. Merci pour votre attention. Merci Asma pour cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, Mariam? Je voudrais te remercier, moi, pour cette présentation. Tu nous as appris beaucoup de choses. Mais on est resté sur notre fin concernant le nodule. Et puis, ce qui n'a pas été souligné, mais je vais vous l'apprendre parce que vous ne le savez pas, c'est que c'est un monsieur qui travaille dans le phosphate. Et le phosphate, l'exploitation se fait à jour et les mécaniciens sont en regard des gens qui puisent dans la roche pour tirer le phosphate. Et le phosphate n'a pas de silice, c'est pour ça qu'il ne donne pas un silicox. Mais il est composé de silicates. Silicates, c'est des dérivés de l'amiante. Et le phosphate, il y a le tabac ici, peut induire des phénomènes de fibrose et surtout peut induire des processus évolutifs.
Donc c'est pour cette raison que ce caractère professionnel doit être souligné. Et quand on a fait une enquête sur les 3000 personnes qui travaillent là-bas, on avait trouvé une prévalence de la maladie cancéreuse qui était beaucoup plus élevée que dans la population normale. Donc rappelez-vous toujours, phosphatose, on avait décrit d'ailleurs le poumon de phosphate qu'on a appelé la phosphatose, et on avait souligné ce phénomène-là parce que justement il y a les silicates qui sont en nombre beaucoup plus important que dans les roches silicotiques. Voilà. Bien, Mariam. Oui. Moi, j'aurais quelques questions par rapport à chez ce patient qui avait un EMG, il y avait un tracé myogène. Quelle était la rentabilité de faire une biopsie musculaire puisque le tracé était myogène? Est-ce que c'était systématique pour le diagnostic ou est-ce que c'était à but didactique qu'on l'avait fait pour mettre en évidence cette atteinte musculaire? L'autre chose, c'est que même si on avait fait tous les anticorps, il y a des syndromes des antisynthétases qui sont séronégatifs. Ça existe, oui, séronégatif actuellement. Même si on avait tout fait, on aurait pu quand même justement retenir un syndrome d'antisynthétase qui est séronégatif. Et ma dernière question, c'était par rapport au scanner. On avait vu, si je ne me trompe pas, une dilatation de l'œsophage qui était présente sur toutes les coupes qui existaient. Est-ce qu'on n'avait pas aussi suspecté une scléromyosite, d'autant plus qu'il y avait des mégacapillaires? Certes, ils peuvent se voir au cours des myosites, mais ils peuvent également se voir au cours des scléromyosites, d'autant plus qu'il y a cette dilatation de l'œsophage sur le scanner thoracique. Merci. Bien, Ali, je crois. Oui. Avec Madame Hamza, on a évoqué l'œsophage d'ailleurs. On s'est dit, il est en fourreau de sabre, parce qu'il était énormissime. Et puis nous, avec Madame Free, parce qu'on commente toujours, on s'est dit peut-être que de faire la surprise du syndrome paranéoplasique. Donc on s'est dit que c'était une possibilité aussi, d'avoir un phénomène néoplasique, et on avait la myosite qui peut être un syndrome paranéoplasique. Et merci parce que tu nous as appris beaucoup de choses. Bien, Bachir. Alors, bonsoir à tous. Pour Dr Mjid, par rapport à la biopsie musculaire, c'était pour confirmer le diagnostic. On en a discuté avec la neuro, on a demandé initialement l'IRM et elle a demandé l'EMG pour s'orienter dans sa biopsie, pour savoir où est-ce qu'elle pourrait biopsier pour rentabiliser sa biopsie. Donc c'était pour une confirmation. Pour les anticorps antisynthétase, oui, ils sont séronégatifs parce qu'on n'a pas tout le panel pour les explorations. D'ailleurs, c'est grâce à Dr Salem, avec la fluorescence qu'elle a détectée, on s'est orienté vers ce diagnostic initialement. C'était grâce à ce bilan immunologique. Et Dr Abdallah a vu le patient, donc on n'a rien pour une sclérodermie sur le côté cutané. Et la capillaro, ce n'est pas vraiment des arguments pour donc la sclérodermie. L'œsophage, oui, mais lui, il n'a pas rapporté une gêne. Elle ne répond pas aux critères de scléromyosite, il n'y avait pas le SL. Absolument. Alors, l'intérêt aussi de la biopsie, ça a un intérêt. Premièrement, on n'avait pas l'anticorps antisynthétase, c'était une suspicion sur une présence d'une fixation cytoplasmique pour l'anticorps antinucléaire. Donc, c'était un argument, on l'a évoqué, l'antisynthétase, donc avec la biopsie déjà. Et l'aspect pronostic par rapport au type d'infiltration inflammatoire aider aussi dans la prise en charge thérapeutique, notamment par rapport au bolide des corticoïdes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maya, par rapport à l'apport pronostic que peut avoir la biopsie dans ce cas. En fait, chez ce patient, le fait qu'il ait une atrophie très importante des muscles pouvait fausser le MG1. Donc la biopsie prenait une place ici dans le sens où elle va montrer l'inflammation et non pas une atrophie musculaire d'un patient qui est sous 8 litres d'oxygène depuis 3 ans, qui ne bouge plus. Avant la capillaro, j'aurais pas parié même pas un dinar qu'il avait une maladie systémique. Je veux être très sincère avec moi-même. Donc à l'examen, je trouve un patient très altéré, sous 8 litres d'oxygène, tout amaigri, tout atrophique des jambes, donc et comme nous on fait systématiquement la capillaro, donc c'est en trouvant les méga capillaires sans véritable paysage sclérodermique, c'est-à-dire que là tu as du méga capillaire, mais tu n'as pas beaucoup de raréfaction, tu n'as pas de dystrophie en fougère, tu n'as pas d'hémorragie. C'est différent la capillaro d'un synthétase, d'une sclérodermie. Donc c'est très intéressant en fait parce que c'est de l'examen clinique. La capillaro c'est du microscope et je regarde les doigts. Je ne fais absolument rien aux patients, ils adorent ça parce qu'eux-mêmes ils regardent en même temps.
Donc ils ont l'écran, ils voient leurs doigts, ils voient leurs globules rouges et tout. Donc c'est un examen très simple et qui nous a, chez ce patient, permis de faire le diagnostic. Il faut être honnête. Personne n'a vu l'atteinte musculaire et ne l'a considéré comme inflammatoire. CPK 34, il n'avait plus de muscles en fait. Bien, merci beaucoup. Merci pour les trois belles présentations. On remercie aussi les laboratoires Opalia Rigortati pour la prise en charge et le sponsoring de cette belle manifestation, donc de ce staff interservice. Nous remercions aussi le service de pneumologie de l'hôpital La Marsa pour l'organisation de ce staff, et je cède la parole à notre maître. Non, je voudrais juste remercier Béchir Louzil d'avoir invité le professeur Alouche pour nous éclairer sur cette fameuse loi et qui est banale mais très, très importante et qui risque de porter beaucoup de préjudice. Bon, Béchir, tu voulais parler? Je sais remercier tout le monde de l'assistance. L'idée de Dr Alouche, c'est la STEMARA et Sonia particulièrement par rapport au choix du conférencier. Et on était tous partants sur cette idée. C'est une excellente opportunité qui nous a donné de discuter de cette nouvelle loi. Merci pour l'assistance, merci pour les gens qui nous ont suivis en ligne. Et on remercie notre sponsor Opalia. Et on invite tout le monde pour le cocktail. Merci. Bien. Hein? Prochain staff cortège. Fatma, Natel. Et n'oubliez pas que demain, c'est la manifestation annuelle, la journée de recherche de la STMRA. Donc, soyez nombreux. Il y a 8 travaux pour être présentés, pour qu'ils soient présentés. Donc, on se voit demain, Inch'Allah.